Bonjour Jacques Cheminade. Bonjour. Merci d'être avec nous. Très heureux d'être avec vous. Président de Solidarité et Progrès. Et de nouveau, c'est la 4e fois d'ailleurs, de nouveau candidat à la présidence de la République. Ça a une importance un peu particulière en cette année 2011-2012. Oui, ça ramène l'histoire à 1995, où mon compte de campagne avait été rejeté par Maître Roland Dumas, président du Conseil constitutionnel, qui depuis a avoué qu'il transportait des valises pour le compte de François Mitterrand, qui lui était aimablement fourni en Afrique. Roland Dumas a fait rejeter ce compte de campagne, alors qu'il a accepté ceux de Chirac et Balladur, qui étaient des comptes, disons-le, de délinquants. Donc on a vécu avec des délinquants. Moi, on m'a rejeté parce que j'avais présenté des prêts de personnes physiques qui étaient autorisés sans intérêt. Et on a dit l'absence d'intérêt dénote une intention de don, on requalifie en don, il y a trop de dons. Ce qui était vrai, c'était des dons. Mais le Code civil dit qu'un prêt se caractérise par le caractère restitutoire, on doit rembourser, et que ça peut être avec ou sans intérêt. Donc on s'est assis sur le Code civil pour me rejeter. Alors les gens se sont demandé, cet individu Cheminade qu'on décrivait comme un moustique, pourquoi il a fallu un marteau-pilon pour l'écraser. Ouais. Alors, en tout cas, cette année, vous êtes en plein dans l'actualité. Tenez, ce matin, on apprend qu'il y aurait 4000 emplois de supprimés en France CPSA. On voit aussi que la bourse est en train de baisser encore dès l'ouverture ce matin, malgré des choses. On est en plein, pour reprendre une expression que vous avez employée à l'époque, on est en plein sur le pont du Titanic. Oui, et les uns et les autres sifflotent, font semblant que la réalité n'est pas là. Et en France en particulier, on est dans le déni de réalité. C'est-à-dire que ce qu'on ne veut pas voir, parce que on s'est, disons, soumis à ces intérêts financiers, c'est qu'on vit dans un système déterminé par la City de Londres et par Wall Street. Moi, ma campagne présidentielle, mon thème sera un monde sans la City ni Wall Street. Un monde, un grand chantier de développement et de développement mutuel. Or, aujourd'hui, dans ce système financier, on est dans la contraction, on est dans l'incapacité de ce système financier d'investir dans la création humaine, dans la technologie, dans l'avenir. Donc, ce système financier se nourrit lui-même comme un parasite, un vaste parasite. Et il est aux abois, actuellement, et quand un système financier est aux abois, quand une oligarchie financière est aux abois, c'est toujours la guerre. Et là, on est au seuil d'une guerre. On est au seuil d'une guerre. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est Hugo Chavez qui a dit, il a dit, une guerre nucléaire au Moyen-Orient qui menacerait l'avenir de la planète est possible, et il a dit même, il est allé très loin, qu'il pourrait être la fin d'un certain monde, la fin du monde. Donc pourquoi ? On en parle de plus en plus, enfin une certaine presse en parle de plus en plus. Oui, et même les autorités françaises semblent avoir peur, puisque Obama a dit qu'il envisageait ouvertement, pas tout de suite, mais peut-être, qu'il n'exclut aucune option, l'option militaire, et y compris nucléaire, c'est-à-dire frapper avec des armes nucléaires les sites où les Iraniens, soi-disant, se préparaient à fabriquer des armes nucléaires. Et le chef de la diplomatie britannique, William Hague, a dit « Je refuse d'exclure à terme l'option militaire ». Shimon Peres, qui passe pour être un homme raisonnable, qui est le président d'Israël, qui n'est pas un fanatique religieux ou un extrémiste, a dit l'option militaire nous semble plus immédiate que l'option diplomatique. Alors face à cela, Alain Juppé a dit une intervention militaire serait pire que le mal, et elle nous entraînait dans une spirale non maîtrisable. Mais on est allé dans cette spirale non maîtrisable en Syrie, alors comment se fait-il que pour l'Iran on ne veut pas y aller ? Je ne sais pas. Il n'y a plus de critères, il n'y a plus de moralité, il n'y a plus d'éléments dans notre politique étrangère qui soient ceux qu'avait le général de Gaulle, qui disait la France reconnaît les États, elle ne cherche pas à obtenir des changements de régime. En tout cas, la situation est complexe, confuse, l'écheveau des responsabilités peut-être difficile à démener. Pourtant, vous aviez cette vision depuis longtemps. Oui, parce que elle n'est pas si complexe et si confuse que ça. Ces intérêts financiers ont décidé de dominer le monde et d'asseoir leur domination avec la complicité des politiques. Donc on a vu en France la droite abolir ou rejeter le gaullisme, et la gauche rejeter les leçons de l'histoire, celles de Jaurès ou celles des autres. Et tout le monde est devenu libéral, des sociaux-libéraux, des libéraux nationaux, toutes sortes de libéraux, y compris Jean-Marie Le Pen qui était l'ultralibéral. Maintenant voilà que sa fille se reconvertit et se prétend gaulliste, c'est la dernière plaisanterie qu'on puisse faire en France. Tout le monde triche, tout le monde trompe, tout le monde prétend être ce qu'il n'est pas. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait qu'on est dans un chambardement de l'histoire, quelque chose d'extrêmement dangereux, où ces intérêts financiers nous mènent littéralement soit
dans un immédiat de plus en plus immédiat, à des formes de régime, à des types de régimes militaires, militaro-policiers, à des États de non-droit, où il nous mène en même temps à des opérations militaires, comme tout ce bruit, je dirais pas de bots, mais d'ordinateurs et de drones qu'on entend au Proche et Moyen-Orient. Peut-on dire, par exemple, pour reprendre le cas de l'Europe, que la politique menée par l'Union européenne depuis le début de la crise est décalée, inadaptée? C'est ça que nous montre l'actualité. Il y a une très bonne caricature de Plantu dans Le Monde d'hier, où on voit Berlusconi partir avec une femme nue sur ses épaules. C'est le retour de la morale, et voir Mario Monti arriver avec un coffre de Goldman Sachs. Moi je dis, on est passé d'une politique du sexe en Italie et en Europe. Parce que vous avez qui? Vous avez en Grèce Papademos, qui ne répond pas du tout à son nom, qui n'est pas le papa de la démocratie, mais qui était un homme qui a négocié au moment de l'entrée de la Grèce avec Goldman Sachs, en truquant les comptes, en participant à tout ça. Et il a été vice-président de la Banque Centrale Européenne. Vous avez Mario Monti, qui est encore, il y a quelques jours, je sais pas aujourd'hui, mais était conseiller financier de Goldman Sachs. Et le voilà à la tête de l'Italie. Et vous avez en même temps toute Barroso qui dit que l'Europe est un empire non impérial par consentement mutuel. Et en effet, un empire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un système monétaire, un système financier dans lequel les États-nations n'ont pas de place et la démocratie non plus. Van Rompuy vient de le dire très précisément. Le pays, l'Italie, a besoin de réformes, il n'a pas besoin d'élections. Pas besoin d'élections. Donc non. c'est vrai. Même chose pour la Grèce d'ailleurs. Voilà, donc c'est bien le système démocratique, la question de la souveraineté des États qui se pose aujourd'hui. Ah, tout à fait. Regardez, Olli Rehn a dit, certes, Berlusconi avant de partir a voté une loi de stabilité, mais il faut encore plus. Il faut que on ait des exigences. Alors les Européens formulent leurs exigences, 39 points, jamais vu au sein de l'Union européenne pour un pays comme l'Italie qui n'a même pas d'aide européenne aujourd'hui. Alors voilà, toutes les équipes de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne qui sont à Rome, avec le FMI, les équipes du FMI qui vont les rejoindre, c'est la Troïka, comme en Grèce. Donc mais maintenant c'est l'Italie, et bientôt ça sera la France, parce que le vent du boulet il vient vers nous. Justement, il faudra tirer la sonnette d'alarme pour la France, c'est ce que souligne, je l'ai appris ce matin, un rapport de la banque allemande Berenberg et le Centre européen The Lisbon Council qui dit « La France ne mérite pas son triple A ». C'est quand même les Allemands qui le disent là. Ah bah oui, parce que il y a deux courants en Allemagne. Il y en a un qui est avec Merkel qui dit plus de fédéralisme, plus d'austérité par le fédéralisme, et l'autre qui dit on est pour s'écarter de l'euro, mais plus d'austérité sans l'euro. Donc dans les cas, le dénominateur commun c'est l'euro. Moi je dis il faut un système dans lequel ce ne soit plus l'austérité pour les peuples et le renflouement pour les intérêts financiers pour les banques, mais pour qu'il y ait un ordre de développement mutuel et que l'argent revienne à la création humaine, à la technologie, à la science, à l'hôpital, à l'école, au laboratoire. Ce sont vos propres solutions ? Oui, ce sont mes solutions, et certains en France commencent à avoir un peu une idée de ça. On a vu François Hollande, Martine Aubry, même Eva Joly, dans une certaine mesure Mélenchon, être pour une séparation des banques d'affaires d'un côté, des banques de dépôt et de crédit de l'autre. Ouais, mais ça fait quelques années qu'on l'entend. Enfin, ils savent pas très bien de quoi ils parlent, c'est le problème. Oui. Parce que c'est une mesure politique, très politique. Si vous dites, voilà, les banques d'affaires sont d'un côté, elles gagnent de l'argent, tant mieux pour elles. Elles en perdent, comme elles en ont perdu beaucoup. La faillite. On les sanctionne, la faillite. Et il reste le dépôt et le crédit, ce qui est nécessaire aux entreprises et ce qui est nécessaire aux gens. Maintenant, il n'y a pas, à ce moment-là, assez d'argent pour faire tourner l'économie, parce qu'une grande partie est partie dans cette faillite. Donc il faut un système de crédit productif public. Ça, personne ne le dit. C'est-à-dire qu'il faut que les États reviennent avec un système de crédit public, comme on avait dans la reconstruction de l'Europe à la libération, et comme on avait sous Roosevelt aux États-Unis. Ça, c'est un minimum. Et il faut arriver à cela, il faut revenir à cela, et investir dans tout ce qui peut produire et qui peut assurer un avenir. Donc, en Afrique, ça veut dire de grands projets. Il faut remettre en eau le lac Tchad, par exemple, immédiatement. Il faut faire un pont terrestre eurasiatique, une aire commune de développement entre la France, l'Europe, la Chine, l'Inde et la Russie. Il faut ces grands projets-là. De Gaulle avait une certaine idée de cela. Mendes France aussi, ils n'ont jamais été ensemble. Je crois qu'on vient à un moment de l'histoire où les gens qui étaient pour De Gaulle et ceux qui étaient pour Mendes France doivent se rassembler. On note une chose, c'est qu'il y a eu depuis 2007 40% d'augmentation de la dette. On peut imaginer que ça va nous faire très mal. Cette dette, je pense, est en
grande partie une dette illégitime. Vous savez que le 3 janvier 1973, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, Michel Debré ont décidé, et Debré était moins responsable, mais il était en 65 où ça a commencé, mais en 73, le 3 janvier 73, on a admis que la Banque de France ne pouvait plus faire d'avance au trésor public. Donc le trésor public devait emprunter auprès des banques. Et ce qui est ahurissant, c'est que ces banques empruntent à un taux plus bas au départ auprès de la Banque de France, maintenant auprès de la Banque Centrale Européenne, ou aux États-Unis auprès de la Réserve fédérale, et elles prêtent pour plus cher à l'État. Donc comme des parasites, elles s'enrichissent au détriment de l'État. Ce sont des tiques de l'État. Et ça, c'est inadmissible. Et que les hommes politiques aient cédé sur ça, c'est parfaitement inadmissible. En tout cas, les plans d'austérité succèdent aux plans d'austérité. On l'a vu en Grèce, on l'a vu en Italie, on l'a vu en France récemment. Lorsqu'on a dit ça, on continue avec des mesurettes pour gagner du temps, ou est-ce qu'il y a des solutions crédibles? Ouais, la solution crédible, c'est de dire Glass-Steagall, ce qu'avait fait Roosevelt et qui a été aboli en 1999 sous l'influence de Lawrence Summers, le plus grand conseiller de Barack Obama. Barack Obama, c'est la trahison même, c'est quelqu'un qui a trahi tout ce qu'il a prétendu dire, c'est quelqu'un qui est avec les va-t-en-guerre, avec Cameron, avec Haig maintenant, qui est encore pire que Sarkozy et que Juppé. Donc on a tout un monde dans lequel les politiques ont suivi Wall Street et ont suivi la City. Donc il faut débrancher. Et débrancher, c'est Glass-Steagall, c'est de dire les banques d'affaires, on les sépare, on fait un système de crédit productif public, on investit dans la créativité humaine et le développement des pays du Sud. Et en même temps, une grande politique de l'espace. Ah, on vous dit c'est idéaliste, c'est pas possible, c'est utopique. Bon, vivre peut-être, avoir un avenir, c'est peut-être utopique. Pour moi, ça l'est pas. Pour moi, c'est la réalité. Et on vit dans le déni de réalité où aujourd'hui, on est en train de détruire. On a détruit la Grèce, on détruit l'Italie. On impose en Europe le même système de protectorat ou de tutelle qu'on avait imposé aux pays colonisés. C'est l'empire qui prévaut, ce qu'avait dit Barroso, un empire financier, un empire monétaire qui s'impose avec ses services de renseignement, son armée s'il le faut, et ses intérêts financiers qui contrôlent et qui dominent. Est-ce que vous diriez Wall Street, la City, voilà l'ennemi? C'est les gens qui, de là, ont financé la montée au pouvoir d'Hitler, contre la volonté de Roosevelt, d'ailleurs. Et que, au dernier moment, Churchill, ayant eu peur, il s'est précipité dans les bras de Roosevelt en disant « Aide-moi, aide-moi ». Et à ce moment-là, les Américains sont intervenus et heureusement, on a arrêté Hitler. Et on a fait des choses qui étaient l'espoir à la libération, qui étaient l'espoir d'une politique de reconstruction, de développement mutuel. Malheureusement, en France, on a traîné toutes les guerres coloniales qui ont été l'abomination de la France jusqu'en 1962, et on n'a pas compris, la gauche en France n'a pas compris, et ça a été son grand problème à ce moment-là, elle n'a pas compris que l'indépendance, l'émancipation des peuples était en accord avec l'intérêt de la justice sociale à l'intérieur de la France. On n'a pas compris le lien entre la Déclaration universelle des droits de l'homme, le préambule de notre Constitution, et en même temps la déclaration de mai 1944, qui était la déclaration de Philadelphie sur l'Organisation internationale du travail. Ce qu'on a dit à ce moment-là, déjà à ce moment-là, c'est que la justice sociale devait prévaloir tout le temps sur la finance et que le travail n'était pas une marchandise. C'est à ce moment-là que ça a été dit. Personne n'a respecté ces textes. On s'est assis sur les 16 textes fondateurs, comme on s'est assis sur le Code civil lorsqu'on a rejeté mon compte de campagne en 95. Il faut respecter la loi. Jacques Cheminade, qu'est-ce qu'on peut opposer aujourd'hui au faux couple Merkel-Sarkozy? C'est une question qui n'est pas facile de répondre de l'intérieur de l'Europe. Je pense que le mouvement qui peut changer les choses doit être mondial et que ça peut venir de différentes sources. Il faut changer la politique aux États-Unis. Ça va pas être facile parce que vous avez Obama qui a fait ce qu'il a fait, il a trahi le mandat pour lequel il avait été élu et il est agi comme une sorte de narcisse avec des impulsions d'empereur romain. Et de l'autre côté, vous avez les républicains qui appellent encore davantage à la guerre contre l'Iran, là, Phil Gramm, qui est le même qui avait fait rejeter Glass-Steagall en 1999. C'était la loi Graham, Leach-Bliley. Maintenant, Phil Gramm est de dire il faut taper sur l'Iran, il faut taper sur la garde nationale, détruire leur marine, détruire leurs installations nucléaires. Il est fou. On a ce système de fous. Donc il faut ramener le peuple sur la scène, mais en inspirant au peuple quelles sont les solutions qui pourront lui donner un avenir. Et tout ce mouvement d'Occupy Wall Street, c'était très bien d'être indigné, mais il faut avoir des idées. Et nous cherchons à tout prix à donner des idées à ces mouvements et à donner un horizon.
un horizon, et vous allez le faire tout au long de la campagne que vous allez développer. C'est l'objet de la campagne présidentielle, y compris en ce qui concerne le développement de l'Afrique, le développement des départements d'outre-mer, de concevoir une France, pas comme une France métropolitaine, mais comme, je dirais, un archipel hexagone. C'est-à-dire quelque chose qui ne soit pas simplement déterminé par un centre et un césarisme. Un centre, notre mal, c'est le césarisme. C'est dans quoi est tombé Sarkozy en dénaturant la présidence de la Ve République. Ce qu'il faut maintenant, alors Hollande dira c'est un président normal, non, ce n'est pas vrai. Il faut quelqu'un qui soit capable de tenir le cap dans la tempête. Merci Jacques Cheminade d'avoir été avec nous. Merci à vous Jean-Jacques Seymour, on vous retrouve demain à partir de 12h05.